Miranda Barbour affirme tuer depuis l'âge de 13 ans et elle revendique plus de 22 victimes. Réalité ou mensonge, à travers le parloir, elle affirme n'avoir tué que des mauvaises personnes. Comme si c'était bien d'avoir tué quelqu'un. Et la presse anglo-saxonne la surnomme Dexter dans la vraie vie. Le journaliste qui l'a rencontrée en prison a pourtant affirmé avoir eu devant lui une jeune femme gentille, une mère aimante. Il a même ajouté « J'avais devant moi une jeune fille calme, cool, coopérative. Elle était gentille. » C'est ce qui m'a le plus effrayée. On parle aujourd'hui du cas de Miranda Barbour, une affaire qui a glacé l'Amérique. Et je vous ai pas dit bonjour, hello! Le 12 novembre 2013, le corps de Troy LaFerrara est retrouvé sans vie à Sunbury. Cet homme était âgé de 42 ans et il était marié à Colleen depuis peu, depuis 2011, avec qui il n'avait pas d'enfant. Son corps a été retrouvé derrière une maison dans un quartier résidentiel très calme, sans aucune histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa meurtrière s'est acharnée sur lui. Il a été poignardé une vingtaine de fois. Les enquêteurs ont également retrouvé une corde, ce qui laisse penser qu'il a été attaché à un moment ou un autre. Enfin bref, sur la scène du crime, il y avait du sang partout. La question que les policiers se posent, c'est qui a fait ça? Ils ont en leur possession le téléphone de la victime. Donc ils commencent à faire des fouilles dans le téléphone, à rechercher, puisque potentiellement, ils peuvent trouver des indices. Ce qu'ils découvrent très vite, c'est que l'homme en question avait pour l'habitude de taper dans ses recherches « homme recherche femme » pour relations sexuelles ou pour autre chose. Et ça, sa femme l'ignorait totalement. Les policiers retrouvent des messages datant du 11 novembre 2013, date à laquelle il a été tué. Il parlait avec une certaine Miranda Barbour, âgée de 18 ans, qui s'était installée en Pennsylvanie depuis peu et qui était mariée. Ce n'est que 3 semaines après le meurtre de Troy que la police l'interroge et pendant son interrogatoire, elle ne nie pas le fait d'avoir parlé avec Troy. Cependant, elle explique aux policiers qu'elle ne l'a jamais rencontré. Elle explique ensuite que Troy lui avait proposé de la payer pour qu'elle passe du temps avec lui, mais qu'à aucun moment elle avait en tête d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle, ce qu'elle voulait, c'était juste passer du temps avec lui tenir compagnie et récupérer l'argent par la suite. Elle dit ensuite aux enquêteurs qu'ils avaient prévu de se voir, mais que le rendez-vous n'avait jamais été fixé et qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en vrai. Ce à quoi ils lui répondent « Ok, peut-être, on te croit, mais par contre, le dernier appel, le dernier numéro que Troy a appelé, c'est le tien. Pourquoi ?» Là encore, elle ne nie pas les choses, elle dit « Oui, en effet, il m'a appelé, mais je ne l'ai pas vu. On a simplement parlé, c'est tout. Je ne l'ai pas rencontré. » Ils lui disent simplement « Écoute, nous... on doit démêler le vrai du faux, on doit seulement savoir si tu l'as tué ou pas. Mais vu les circonstances, t'es dans le beau drap. » Il lui pose une question. « Miranda Barbour, êtes-vous impliquée dans le meurtre de Troy LaFerrara ou avez-vous des informations concernant ce crime ?» Tu réponds oui ou non. Elle répond non. Et ensuite, elle enchaîne en disant « Il faut que vous me libériez, il faut que j'aille voir ma fille, elle est toute seule, j'ai vraiment besoin d'aller voir ma fille. » Et petit à petit, les échanges deviennent de plus en plus tendus puisque elle devient de plus en plus agressive. Elle veut retourner voir sa fille, sauf que eux, les policiers, ils veulent prouver que c'est elle ou non la tueuse. Ils lui disent on va vous laisser partir, il n'y a pas de problème. Par contre, on a besoin de votre téléphone puisqu'on voudrait faire des recherches dessus. Et ça lui plaît pas. Parce qu'elle, elle se dit non, vous n'allez pas prendre mon téléphone, c'est une atteinte à la vie privée, j'ai pas envie de vous le donner et de toute façon, vous ne pouvez pas me forcer à vous donner mon téléphone. Et très honnêtement, je la comprends tout à fait car si elle n'est pas
la meurtrière de Troy LaFerrara, c'est une violation de la vie privée et elle n'a pas forcément envie que des personnes fouillent dans son téléphone. Cependant, nous sommes dans le cadre d'une enquête policière et il me semble qu'ils ont le droit de fouiller comme ça des choses si jamais ils ont des doutes sur une personne. Barbour est très offensée par ce qu'il vient de se passer, elle est de plus en plus agressive, elle leur dit mais laissez-moi, laissez mes effets personnels tranquilles, je vous ai dit que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie et je ne l'ai pas tué. My baby who is screaming her head off for me. We're taking your phone before Don't touch me. I demand you'll quit right now. Don't touch me. Stop. No. Stop. No. Stop. I want. Have to get physical. Stop. I didn't do anything. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied toute seule. Puisque les policiers, ils sont pas bêtes. Ils se disent, si elle réagit aussi violemment, c'est qu'elle a forcément quelque chose à se reprocher. Il y a anguille sous roche là, donc il va falloir qu'on aille creuser. Les policiers décident d'interroger une deuxième personne, Elliot Barbour, un homme de 22 ans avec qui elle est mariée depuis 40 jours. Ce n'est pas le père de la fille de Miranda, il s'agit seulement du beau-père. Les enquêteurs lui expliquent que le dernier numéro de téléphone que Troy a appelé est celui de sa femme et qu'ils essayent de comprendre le pourquoi du comment. De son côté, lui, il dit « Pas de souci, je vais vous aider à comprendre les choses, je vais vous donner des informations. Par contre, cet homme, je ne le connais pas et je n'en ai jamais entendu parler. Je me demande comment il a prévu de les aider s'il n'a jamais entendu parler de Troy. » Il leur donne une information capitale. Ce n'est pas la première fois que sa femme parle avec un homme. C'est une habitude chez elle. En général, elle les rencontre, elle leur tient compagnie pour récupérer de l'argent. Mais cela n'implique jamais des relations sexuelles. Pour l'instant, il ne donne pas plus d'informations que celles que les policiers possédaient déjà. Il dit même que cet homme devait certainement être un client et qu'il l'avait appelé pour parler, mais rien de plus. Il compare même ça aux scènes de films où les hommes vont voir des putes, c'est le langage qu'il utilise, et il dit qu'en général, les hommes mariés vont voir ces femmes dans le but d'avoir une relation sexuelle, puis qu'ensuite ils s'effondrent, ils pleurent et ils disent que ça va pas, etc., qu'ils font des bêtises. Il compare sa femme à ça en fait. Bah c'est génial. Non, parce que lui dit que sa femme n'a pas de relation sexuelle, mais il compare ce côté-là où sa femme les écoute, les accompagne et récupère ensuite l'argent. Les policiers lui posent ensuite la question fatidique « Devons-nous suspecter votre femme ?» Ce à quoi il répond « Non ». 7 heures plus tard, Miranda Barbour retourne au poste de police. Elle a quelque chose à leur dire. Elle avoue tout. C'est elle qui a tué Troy, qui l'a poignardé une 20aine de fois, mais c'était de la légitime défense. Finalement, elle avait bien décidé de rencontrer Troy. C'est pour ça qu'il l'avait appelé. Ils se sont rencontrés, il est monté dans sa voiture. Lorsque ce dernier est monté, il a tenté de l'agresser sexuellement avec une main qui lui tenait le cou pour la bloquer et une main avec laquelle il tentait de la toucher. Elle avoue ensuite que dans sa voiture, elle a toujours 3 couteaux. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et qu'à ce moment-là, elle en avait un sur elle et que lorsqu'il a commencé à l'agresser sexuellement, elle s'est sentie en danger, elle a saisi le couteau qu'elle avait et elle l'a poignardé. Avec un coup de couteau, cela n'a rien changé. Troy continuait de l'agresser. Elle l'a poignardé une seconde fois. Cela n'a toujours rien changé et elle a recommencé à lui donner des coups de couteau. Elle dit qu'il y avait du sang partout dans la voiture. Bon, par contre, elle l'a poignardé une 20aine de fois. Je ne sais pas s'il continuait vraiment de l'agresser sexuellement après autant de coups de couteau. J'en suis pas sûre. Après ça, elle et son mari ont tout nettoyé et le soir, ils se sont rendus dans un strip club pour l'anniversaire de son mari. Les policiers restent dubitatifs quant à cette version et ils continuent l'enquête pour essayer de creuser et savoir si c'est vrai ou pas ce qu'elle vient de leur dire. En attendant, elle est bien sûr arrêtée et 3 jours après son arrestation, ils interrogent de nouveau le mari. Il donne une toute autre version. Ce n'était pas du tout de la légitime défense. Le 11 novembre, c'était son anniversaire. Dans un premier temps, il confirme que Troy ne voulait pas seulement de la compagnie, mais qu'effectivement, il avait pour objectif d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Toujours selon ses dires, sa femme n'avait pas l'intention d'avoir une relation sexuelle avec Troy LaFerrara. Et elle avait même pas fait exprès. Bah non. En fait, quand elle lui envoyait des messages, elle a pas fait exprès, elle a pas vu ce qu'il voulait réellement. Et ils nous prennent pour des débiles, on est d'accord. Apparemment, son mari était même avec elle au moment du meurtre. Il était sur la banquette arrière du véhicule, il était caché sous une couverture, de sorte à ce que Troy ne le voie pas.
lorsque ce dernier est rentré dans le véhicule, il y avait une phrase, un code secret qu'ils avaient mis entre eux si jamais ça dérapait. Sa femme a dit à un moment « As-tu vu les étoiles ce soir ?» À ce moment-là, c'était le go. Il a récupéré une corde et il a commencé à étrangler Troy LaFerrara. Il était vers 20h à ce moment-là et sa femme, elle de son côté, aurait commencé à le poignarder dans la poitrine et dans la gorge. Quand les policiers lui demandent « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Parce que visiblement il n'y avait pas de signe d'agression, il est rentré dans le véhicule et immédiatement ils se sont jetés sur lui pour l'étrangler et le poignarder. Il répond « On a juste décidé de tuer quelqu'un, sans aucune raison. On a juste décidé de tuer quelqu'un. » Et le pire, c'est que quand il leur raconte tout ça, il est très détendu, comme si tout était normal. Il raconte ça comme s'il racontait ce qu'il avait mangé pour le repas de ce midi. On va s'intéresser de plus près à ce jeune couple pour essayer de comprendre leur enfance et ce qui les a poussés à faire ça. Même si vous allez voir qu'on n'a pas énormément d'informations sur leur enfance. Miranda Camille Dean naît le 14 décembre 1994 en Alaska. Elle a grandi avec ses parents et sa grande sœur. Lorsqu'elle avait 4 ans, donc elle était très jeune, un de ses oncles abuse sexuellement d'elle. En 1998, l'oncle en question, Richard Fernandez, plaide coupable à des agressions sexuelles sur mineurs et il écope de 14 années de prison. Son grand-père aussi aurait abusé sexuellement de ses enfants. Bon bah, ça doit être de famille du coup. À l'âge de 13 ans, elle rejoint un groupe satanique, un peu flippant quand même, et elle sort même avec le leader du groupe qui se fait appeler Forrest. Il était très dominant, très autoritaire avec elle. Je crois qu'il la violait aussi et ce n'était pas le seul puisqu'elle a été abusée sexuellement de tous les membres masculins du groupe satanique. Sa mère, qui est désemparée et qui voit que sa fille, elle file un mauvais coton, elle décide de l'envoyer en Caroline du Nord pour qu'elle aille vivre chez son frère. Cependant, Miranda n'a jamais coupé les ponts avec les membres du gang satanique. D'ailleurs, le soir du meurtre de Troy LaFerrara, elle portait une robe noire. Bon, ça ce n'est qu'un détail, mais elle avait aussi une Bible satanique dans son véhicule. On sait que pendant sa jeunesse, elle a eu de nombreux problèmes de santé mentale, certainement dus au fait qu'elle avait été abusée sexuellement. Elle n'a pas dû grandir dans un environnement très sain. Et ce n'est pas la seule, puisqu'il est aussi. Il entendait des voix et il avait des hallucinations lorsqu'il était jeune. Bon, concernant son cas, c'est la seule information qu'on a sur lui. On revient à Miranda, on sait qu'elle est tombée enceinte lorsqu'elle avait 16 ans, c'était en 2010, et donc elle a accouché d'une petite fille. Le père de la fille est parti, il n'a même d'ailleurs jamais demandé à revoir sa fille. 8 mois plus tard, Miranda Barbour déménage en Caroline du Nord, et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre son mari. Ce qui est assez rigolo, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle l'a rencontré grâce à l'ancienne petite amie d'élite, donc les deux étaient amis. Au final, elle lui a piqué son mec, et cette ancienne petite amie était elle aussi enceinte. Mais je suis pas sûre non plus qu'il ait voulu reconnaître l'enfant ou... je sais pas trop. Les deux s'entendent très bien, ils ont beaucoup de points communs, ils s'intéressent tous les deux au satanisme, ils boivent beaucoup et ils se droguent. Mais pas seulement de la weed, hein. C'est vraiment des drogues dures comme de la meth, du crack, de l'héroïne. Apparemment, les deux voulaient s'en sortir et arrêter. C'était dans leur plan du moins. En Caroline du Nord, ils ont décidé de se marier avant de déménager en Pennsylvanie et dans un premier temps, ils vivaient chez l'un de leurs amis. C'est tout ce qu'on sait du couple, de comment ils se sont rencontrés et de l'enfance de Miranda Barbour. Après 2 mois passés en prison, Barbour veut se confier. Elle dit que dans un premier temps, elle ne voulait pas tuer Troy, mais qu'il a dit quelque chose qui l'avait mise en colère et qui avait déclenché le fait qu'elle veuille le tuer. Elle va faire des révélations aux policiers qui vont les laisser un peu bouche bée. Ils vont pas savoir si elle dit la vérité ou pas. Elle leur dit « Je suis une tueuse en série et je tue depuis que j'ai 12-13 ans. » En fait, à partir du moment où elle est rentrée dans son gang satanique, elle a commencé à se droguer, à sécher l'école. Elle avait vraiment une très mauvaise influence. Elle dit aussi qu'elle avait toujours senti qu'elle avait quelque chose en elle, quelque chose de mauvais, mais de très mauvais, et qu'au fur et à mesure du temps, cette chose en question grandissait de plus en plus, et qu'un jour elle était persuadée qu'elle n'arriverait plus à contrôler cette chose, et que ça l'amènerait à faire des choses dramatiques. Quand elle dit aux policiers que c'est une tueuse en série, ils lui disent « D'accord, mais tu as tué combien de victimes ?» Chose à laquelle elle répond « Bon, je sais pas, après 22, j'ai arrêté de compter. »
Après 22. Donc ça veut dire que si on en croit ses dires, elle a tué au moins 22 personnes. De 2008 à 2013, elle aurait tué en Alaska, au Texas, en Virginie, en Floride ainsi qu'en Californie. Est-ce la réalité ou est-ce un mensonge? Les policiers, ils arrivent pas trop à savoir, d'autant plus qu'elle est capable de montrer sur une carte les endroits où elle a laissé les corps de ses victimes. Et quand elle raconte ça aux policiers, elle est même plutôt fière d'elle. Je sais pas trop s'il y a à être fière de ça. Elle glisse aussi aux policiers que Troy était la première victime de son mari. Elle raconte que sur une jetée en Floride, elle a tué un homme. Qu'en Californie, elle a jeté des parties du corps d'une victime depuis sa voiture. Et qu'aussi la plupart de ces meurtres ont été commis en Alaska lorsqu'elle y vivait encore. Mais selon elle, comme je vous l'ai dit au début, ce n'étaient que des mauvaises personnes, des mauvais garçons, qui ne méritaient pas de vivre et qu'elle avait rendu ainsi un service à la société. Selon elle, ce n'est pas si grave si elle les a tués. Et elle remet même la faute sur Troy. Elle dit que quand elle a rencontré Troy, elle lui a menti. Elle lui a dit qu'elle avait 16 ans et que comme c'était un homme beaucoup plus âgé, il aurait dû fuir et ne pas lui parler puisqu'elle était mineure. Elle explique que toutes ses victimes sont des hommes, à part une femme qu'elle aurait tuée lorsqu'elle était encore en Alaska. Et si elle a tué cette femme, c'est parce qu'elle persécutait ses enfants. Forcément, face à ces révélations, la presse s'est emparée de cette affaire pour en faire les gros titres et Miranda Barbour n'a jamais montré de remords. Cependant, elle ne donne aucun nom. Elle dit juste qu'elle a tué plus de 22 personnes, mais elle donne pas de nom, sauf Troy LaFerrara. Elle raconte aux policiers que pour son premier meurtre, elle n'était pas seule. Elle était associée pour le crime, mais qu'elle n'était pas seule et qu'après ça, elle ne voulait pas recommencer puisqu'elle avait été dégoûtée de ce qu'elle venait de faire. Bon, vous vous doutez bien que si elle a vraiment tué plus de 22 victimes, c'est qu'elle a recommencé derrière. Elle dit aussi qu'elle adore le jeu vidéo Dark Souls. C'est un jeu où il faut tout simplement tuer des gens et c'est très violent. Son mari explique même aux policiers qu'il pense sincèrement que sa femme est possédée par un démon. Vous voulez connaître le nom du démon? Allez, je vous le donne, c'est cadeau. Ce démon s'appellerait Super Miranda. Ça fait plutôt nom d'un super-héros, mais pas vraiment d'un démon. Son mari confirme également les 22 et plus victimes de sa femme et le fait que son premier meurtre avait été commis lorsqu'elle avait 12-13 ans. Les policiers lui demandent ensuite s'il pense réellement qu'elle a tué toutes ces personnes, ce à quoi elle répond « Ah oui, c'est 100% sûr, ma femme est née tueuse en série. » Et ça te fait pas peur, ça? Son père, Sonny Dean, dit que si sa fille est condamnée à mort pour les 22 meurtres et plus qu'elle aurait commis, il accepterait la sentence. Bon, de toute façon, il n'aura pas trop le choix. Il ajoute 20 ans dans l'armée m'ont appris à me préparer au sacrifice. En tant que chrétien, je me suis souvent interrogée sur la question de la peine capitale. Après ce qui s'est passé ces dernières semaines, je crois que Dieu m'a convaincue que la peine capitale, si elle est prononcée par la cour, est une fin appropriée à cette affaire. Si c'est le cas, je me tiendrai à vos côtés, vous prendrez la main et prierez silencieusement pour que quelque chose de bon sorte de tout cela. C'est ce qu'il a déclaré à la veuve de la victime, pour lui apporter son soutien. Il a tout de même avoué au Daily Item qu'il était persuadé que sa fille n'avait pas tué autant de personnes et que si elle faisait ça, c'était tout simplement pour attirer l'attention. Selon lui, sa fille n'est coupable que de 2 meurtres, celui de Troy LaFerrara et d'un homme en Alaska, de la première victime dont elle parlait. Il dit « La raison pour laquelle je pense que l'hypothèse de l'Alaska est crédible, c'est parce qu'elle a fugué de la maison au moins 2 fois, à chaque fois pendant plus de 48 heures. La première fois, elle avait environ 13 ans et la deuxième fugue a eu lieu l'année suivante, quand elle en avait 14. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 48 heures. Je peux vous promettre qu'elle n'est allée en Californie qu'une fois et au Texas à quelques reprises. À chaque fois, je la surveillais. Ce qui montre que c'est presque impossible qu'elle ait tué les autres victimes, comme elle disait, au Texas ou en Californie. Il ajoute même que sa fille, qui est dépendante à la drogue, est une simple menteuse et manipulatrice. Elle est la personne la plus manipulatrice que j'ai connue. Miranda vit dans un monde imaginaire qu'elle a créé de toutes pièces dans son esprit. Il ajoute même, honnêtement, je peux vous dire que je n'avais aucune idée que ma fille était capable de commettre ce type d'acte horrible. Francis Scarcella donne également son avis sur le fait qu'elle ait commis 22 meurtres ou pas.
C'est le journaliste qui suit l'affaire depuis le début. Il dit « Honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'elle mente à propos des meurtres passés. Elle m'a donné énormément de détails. » Les enquêteurs partagent également ce sentiment et d'ailleurs ils travaillent tous en collaboration avec ceux du Texas, de Caroline, de Californie, mais aussi d'Alaska. Le procès s'ouvre en septembre 2014 et le couple se rend ensemble au procès. Les deux plaident coupables pour meurtre au 2e degré, ainsi que les charges d'agression aggravée, vol et possession d'une arme de crime. Ils écopent d'une peine de prison à vie sans possibilité de faire appel. C'est tout. Et concernant les autres meurtres, on fait quoi? Je vous ai dit que les enquêteurs collaboraient pour trouver des preuves. Malheureusement, le FBI et la police n'ont pas trouvé plus de preuves que ça. Et sans preuve, ils ne peuvent pas inculper Miranda Barbour. Car comme vous le savez, pas de preuves, pas de corps, pas de meurtre. Ils avaient même recherché dans les différents cas d'homicide, de disparition, mais ils n'ont rien trouvé. On a vraiment deux sons de cloche puisque le père ne croyait absolument pas sa fille et en plus de ça, le procureur dans l'affaire du meurtre de Troy ne la croyait pas non plus. Selon eux, elle cherchait seulement l'attention. Et sa sœur a aussi déclaré qu'elle adorait la série Dexter. C'est aussi pour ça que la presse anglo-saxonne l'a surnommée Dexter dans la vraie vie, comme je vous l'ai dit au début. Sa sœur a aussi dit que ce n'était pas la première fois qu'elle avait menti et qu'elle l'avait déjà fait plusieurs fois et notamment à sa famille. Un jour, elle aurait dit à ses parents qu'elle était enceinte alors qu'elle était encore très jeune. Ses parents lui ont dit « bon bah va falloir que tu avortes ». Ils se sont décidés à l'emmener voir un médecin et après l'avoir consulté, le médecin aurait dit à la famille « mais en fait elle n'est pas enceinte ». Je sais pas pourquoi avoir voulu mentir là-dessus, peut-être qu'encore une fois elle avait besoin d'attention. Miranda Barbour avait des médicaments pour la dépression, le trouble de l'attention et l'hyperactivité, la schizophrénie, mais aussi les troubles bipolaires. Niveau mensonge, il y en a un autre qui est assez gros quand même. Je vous ai dit au début que le père de sa fille n'avait pas forcément cherché à élever sa fille, à reconnaître sa fille ou à avoir des nouvelles. Miranda a également dit qu'en fait, c'est parce qu'il était décédé. Il était membre du même gang qu'elle et apparemment, il avait été tué. Le problème, c'est que ce même homme a appelé la mère de Miranda lorsqu'il a vu que Miranda était partout aux informations pour savoir ce qu'il se passait et si c'était vrai, puisque comme elle élevait sa fille, il ne voulait pas que sa fille grandisse dans ces conditions. Bon, c'est un peu fort de café de revenir maintenant, mais d'un autre côté, étant donné qu'elle ment énormément, peut-être qu'il a cherché à avoir des nouvelles de sa fille et que c'est tout simplement Miranda Barbour qui voulait pas lui en donner. Au moment où Miranda Barbour a été arrêtée, sa fille était âgée de 2 ans et à la demande du père, elle est partie vivre avec lui au Texas. Cependant, selon Francis Carcella, elle aime énormément sa fille. Et si elle doit avoir des remords, c'est uniquement par rapport à sa fille. Paradoxalement, alors qu'elle n'exprime absolument aucun remords pour ses victimes, elle aime sa fille plus que tout. Je pense que c'est sa faiblesse. Apparemment, Miranda Barbour voulait être arrêtée. Comme ça, si elle est arrêtée, elle ne peut plus tuer. Et au moins, sa fille pourra être élevée par une autre personne, car elle savait que ce n'était pas une bonne mère dans ce cas-là, puisqu'elle tuait des gens. Donc, au niveau de l'éducation de sa fille, c'est pas top top. Et dernier retournement de situation, lorsque la journaliste Jill Burke lui demande « Mais est-ce que vous avez vraiment tué 22 personnes et plus ?» Miranda Barbour répond « Non ». Retour à la case départ. Est-ce qu'elle mentait ou pas? On ne saura jamais. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'elle a été inculpée pour 2 meurtres. Donc ça, c'est sûr qu'elle a tué ces 2 personnes. Par contre, pour les autres victimes, visiblement, il n'y a pas de preuves, donc il se peut qu'elle ne les ait jamais tuées et qu'elle ait juste voulu attirer l'attention sur elle. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire, ce cas, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.